ensemble pour évoquer cette question du télétravail. Je vous propose le plan suivant. Je vais d'abord commencer par vous définir, mais ce n'est pas le plus difficile, c'est qu'est le télétravail. Et puis, j'ai prévu d'aborder avec vous les conditions de mise en place. Alors, je présenterai d'abord les conditions de mise en place habituelles et puis celles en temps de Covid, puisqu'on a des textes spécifiques dans les situations d'urgence, d'épidémie, qui justement permettent à l'employeur de mettre en place un télétravail sans préalable d'accord collectif, de charte d'utilisation. Enfin, je vous expliquerai ça. On abordera le point ensuite le plus important, me semble-t-il, des conditions de travail. J'essaierai de répondre aux questions concernant l'aspect organisationnel, l'aspect hygiène-sécurité que peut poser le télétravail, sans avoir d'ailleurs, pour ma part, forcément tout anticipé sur les questions que vous poserez. Et puis, la question, là aussi, délicate de l'indemnisation, avec une communication gouvernementale qui est, à mon sens, discutable, j'y reviendrai, sur les informations qui sont données aux entreprises concernant justement cette question de l'indemnisation. Je comprends qu'on soit en situation d'urgence et qu'on puisse prendre des positions, mais elles sont, vous le verrez, contraires à ce que prévoit la jurisprudence, et donc petite alerte là-dessus ou petite difficulté particulière. Et puis, enfin, j'ai prévu une rubrique questions diverses pour balayer toutes les questions que vous pouvez poser, les problèmes liés à l'utilisation de l'informatique, les protections de réseau, les fichiers, les partages d'utilisation perso ou pro, par exemple, des moyens informatiques mis à disposition par l'employeur ou justement ceux du salarié. Et donc, on puisse essayer de voir toutes les questions un peu pratiques qui peuvent se poser. Je continue puisque vous avez coupé vos micros. Je vous propose, si vous posez des questions sur la droite, en principe, je peux les voir. Donc voilà, n'hésitez pas à les poser par écrit. Je vais essayer de suivre en même temps. Alors concernant la définition, pour commencer, hein, les juristes commencent toujours par les définitions et par le cadre juridique. Première définition, puis après on verra vraiment le cadre juridique. Le télétravail, donc on peut le deviner, c'est toutes les formes d'organisation du travail dans lequel un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ses locaux. Le Code du travail nous dit de façon volontaire, sauf exception, on verra les situations d'épidémie, donc de façon volontaire, en utilisant les technologies de communication. Petite remarque, donc, pour information, le travail dans un espace de coworking en fait partie, puisqu'il répond à la définition première, c'est-à-dire un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur, mais qui est effectué hors de ces locaux de l'employeur en utilisant, là encore, les technologies de communication. Alors, j'aborderai pas avec vous toutes les discussions qu'on peut connaître sur la définition entre le télétravail et le travail à domicile. C'est un vieux chapitre du Code du travail, le travail à domicile, ça concernait les salariés qui travaillaient de chez eux et qui étaient rémunérés forfaitairement à la pièce. Dans mes campagnes picardes, les gens faisaient des chaises à leur domicile qui étaient ramassées et ils vendaient leurs pièces. Alors, on trouve ça aussi dans la métallurgie où des gens peuvent avoir des petits ateliers de production et qui faisaient à domicile et qui avaient une relation de travail en tant que salariés, mais qui n'utilisaient évidemment pas les nouvelles technologies de communication. Donc c'est quelque chose de forcément récent qui a été posé et institué dans le Code du travail. Alors ça a été créé assez récemment. Alors je vais être rapide hein, sur le contexte, puisque je sais que c'est pas ce qui vous intéresse, c'est plutôt la mise en œuvre aujourd'hui, mais les textes sont assez récents en fait. On a d'abord un accord cadre européen en 2002 sur le télétravail qui prévoyait ces modalités d'organisation. Et puis plus important, en France, on a un accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 qui a posé vraiment les premières bases de fonctionnement du télétravail avec les conditions de mise en œuvre. Alors, un accord national interprofessionnel, ça veut dire que c'était signé par les syndicats d'employeurs et donc au niveau du MEDEF,
et les syndicats de salariés, donc au niveau de toutes les branches professionnelles, avec des exceptions. Les professions libérales ne sont pas, par exemple, représentées au MEDEF et n'étaient pas visées. Mais cet accord cadre fixait déjà les premières règles d'organisation du télétravail et les engagements réciproques des employeurs et des salariés. Et puis ensuite, on a eu 2 lois qui ont fixé les règles de fonctionnement. La dernière et la plus importante, ce sont l'ordonnance du 22 septembre 2017, ou dit autrement les ordonnances Macron, qui contiennent des dispositions sur le télétravail, et la loi de ratification du 30 mars 2018. Donc c'est un texte assez récent qui a codifié, c'est-à-dire qui a inséré dans le Code du travail les dispositions à jour, on va dire, de l'organisation et du fonctionnement du télétravail. J'ai indiqué dans le document, par mémoire, c'est une erreur sur le plan juridique, mais c'est pas bien grave, le protocole du 29 octobre 2020, qui est le protocole sanitaire, qui contient toutes les dispositions, en tout cas un certain nombre de dispositions concernant les dispositions à prendre par les employeurs pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie, et qui contient quelques dispositions sur le télétravail, puisque s'agissant des mesures de protection des salariés, les mesures d'hygiène et de distanciation physique sont les premières qui sont citées, et donc le télétravail est le premier paragraphe qui est cité comme mode d'organisation de l'entreprise dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Donc on peut se référer à ce protocole qui est relativement court, on doit se référer à ce protocole qui est relativement court, mais qui en toute hypothèse fixe le principe du télétravail comme étant le mode de l'organisation de l'entreprise, j'y reviendrai juste après, qui est rendu obligatoire, en tout cas on nous dit que c'est la règle, hein, doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Alors, je poursuis sur les conditions de mise en place du télétravail, et donc je vais distinguer, et ce sera la dernière fois que je ferai référence aux dispositions, on va dire, générales, les règles qui s'appliquent hors temps de Covid pour mettre en place le télétravail. Et de toute façon, c'est important parce que si la situation dure, on peut imaginer que ces règles de mise en place classiques auront un intérêt. Et puis, parmi les entreprises qui sont avec nous ce matin, peut-être que certaines disposent déjà de textes organisant en leur sein le télétravail. Alors, comment se mettre en place traditionnellement le télétravail? Donc, j'ai mis, là encore, c'est pas très juridique comme titre, hein, mais mise en place hors Covid, c'est pour dire hors situation exceptionnelle ou hors situation épidémique qui est envisagée, c'est amusant entre guillemets, mais qui est envisagée dans le Code du travail. Donc, depuis le 30 mars 2018, donc la loi de ratification des ordonnances Macron, on peut mettre en place le télétravail de 3 façons principales. Première façon, en application d'un accord collectif de branche, au niveau professionnel, hein, métallurgie, donc convention collective de la métallurgie, transport routier pour d'autres, on peut disposer éventuellement d'un accord collectif de branche qui fixe les règles du télétravail au niveau de la branche et qu'ensuite l'entreprise peut décliner. Ensuite, on peut avoir un accord de groupe ou d'entreprise, donc là c'est au niveau plus local, une entreprise elle-même conclut avec ses organisations syndicales un accord visant à organiser le télétravail. À défaut, quand aucun de ces textes n'existe, une charte élaborée par l'employeur peut régir les modes d'organisation du télétravail et les conditions d'organisation du télétravail. Comme toute charte, elle est soumise, quand on en dispose évidemment, d'un avis du comité social et économique, du CSE. Alors avant, ça pouvait être éventuellement le comité d'entreprise quand il existait encore, ce qui était possible entre le 30 mars 2018 et la fin 2019. Donc, charte élaborée par l'employeur, avis du comité social et économique ou du comité d'entreprise. Pourquoi? Parce que
le télétravail, ça touche l'organisation même du travail, c'est un impact sur les conditions de travail, et donc cela entre pleinement dans le champ de compétences du CE ou du CSE pour émettre un avis avant la mise en œuvre du télétravail. C'est l'obligation de l'employeur. Je pense que parmi les participants, cela ne vous surprend pas. Si je n'ai pas d'accord collectif de branche, de groupe d'entreprise et que je n'ai pas de charte et éventuellement que j'ai moins de 50 salariés et que ce champ-là n'est pas, la consultation du CSE n'est pas requise, parce qu'effectivement c'est une compétence du CSE pour les plus de 50 en organisation du travail. Donc en l'absence d'accord ou de charte, on pouvait quand même mettre en place le télétravail par accord écrit entre l'employeur et le salarié. Une entreprise qui ne disposait de rien, c'est-à-dire d'accord collectif d'entreprise ou de branche ou de charte, pouvait très bien individuellement, avec un salarié, à un moment donné, de façon volontaire, tant pour l'employeur que pour le salarié, décider de mettre en place un télétravail. J'ai eu plusieurs entreprises avec lesquelles on peut travailler qui ont pu, par avenant avec un salarié, à un moment donné, considérer qu'une organisation en télétravail, 1 journée, 2 journées, 3 journées par semaine, était intéressante en dehors de tout cadre juridique. Alors après, le contrat de travail doit contenir les dispositions relatives au fonctionnement du télétravail, mais il n'y avait pas de nécessité obligatoirement d'avoir un acte collectif important. En gras dans ce que je vous ai noté, dans tous les cas, habituellement, alors je dis habituellement, c'est pour contredire ou pour faire référence à la situation actuelle, l'accord du salarié est requis. C'est-à-dire que ce soit dans les dispositifs d'accord collectif, charte ou évidemment avenant au contrat de travail, l'accord du salarié était nécessaire. L'employeur ne pouvait pas imposer le télétravail et considérer que le refus du salarié, par exemple, serait constitutif d'une faute ou d'un manquement professionnel. Donc, c'est la base du fonctionnement habituel du télétravail. Alors, on est dans une situation exceptionnelle, ça n'a échappé à personne. Effectivement, le protocole sanitaire, donc en temps de Covid, on dispose de protocoles sanitaires depuis le mois de mars 2020, avec des protocoles qui se sont succédés, qui ont fixé des règles différentes. On avait déjà effectivement ces règles pendant le confinement. Je fais référence pour ma part au protocole sanitaire du 29 octobre 2020, qui est le dernier, et qui fixe les règles, ou qui fixe comme principe plutôt le fait que le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Alors, ce protocole le fixe, sachant, comme je vous le disais tout à l'heure, que en réalité, c'est déjà prévu en quelque sorte par le Code du travail qui prévoit, alors je cherche l'article, donc c'est l'article L 1222-10 du Code du travail qui nous dit effectivement qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Il faut bien comprendre qu'effectivement, ce télétravail, il est mis en place et donc il est recommandé par le protocole sanitaire en parfaite ligne finalement avec ces dispositions du Code du travail, c'est de protéger les salariés, sachant que cette obligation de protection des salariés est une obligation générale du Code du travail, l'employeur devant prendre des mesures de prévention et mettre en place une organisation et des moyens adaptés pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, premier point, effectivement, télétravail qui doit être mis à place à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer toutes les tâches à distance. Alors, on reste dans le cadre d'une décision de l'employeur, en tout cas d'une appréciation de l'employeur. On parle de contrôle, de pression gouvernementale pour juger si le télétravail peut, en tout cas pour forcer les entreprises, excusez-moi, à mettre en place le télétravail. Cela reste quand même de la responsabilité de l'employeur d'apprécier si effectivement les salariés peuvent à 100% effectuer toutes leurs tâches à distance.
Donc, si c'est possible, effectivement, c'est 100%. Si ce n'est pas possible, le protocole prévoit que cela puisse être mis en place partiellement, avec une réduction. Donc, le but, c'est cela, hein, c'est de réduire les déplacements domicile-travail, et puis par un aménagement donc, du temps de présence pour réduire les interactions sociales. C'est ça l'objet du télétravail, effectivement. On peut imaginer que dans une entreprise qui n'est pas en possibilité de mettre en place à 100% ce télétravail, on puisse prévoir comme un SSCI, j'ai cru entendre ça, à 50%, et puis éventuellement organiser le temps de travail, c'est-à-dire que ce ne soit pas les mêmes 50% entre guillemets pour chacun, que les gens se croisent le moins possible, le but étant effectivement de diminuer les interactions sociales. Petite information complémentaire que j'indique dans cette diapositive, si ce n'est pas possible, c'est-à-dire que si on ne peut pas mettre en place le télétravail, il est tout de même recommandé, le protocole parle d'un lissage des horaires, c'est plutôt de décaler les horaires, en tout cas de permettre aux gens d'avoir des horaires décalés pour limiter, là encore, les grands flux au moment des arrivées et des départs. Donc, premier principe, c'est en temps de Covid, le télétravail devient la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent, et je le répète, c'est à l'appréciation du chef d'entreprise dans le cadre de son obligation. Alors, c'est à l'appréciation du chef d'entreprise qui ne doit pas être en tout cas appréciation commandée uniquement par un confort du chef d'entreprise de pouvoir disposer de l'ensemble des salariés dans son atelier, alors l'atelier c'est spécifique, excusez-moi, mais dans son entreprise ou dans ses bureaux, et d'avoir un chef d'entreprise qui souhaite voir les salariés en face de lui. C'est un peu difficile pour certains d'admettre que ça ne va pas fonctionner comme ça, mais c'est pas donc ça la priorité. La priorité, c'est effectivement la santé, et ça fait partie des obligations premières du chef d'entreprise. C'est là-dessus qu'on pourrait avoir une difficulté d'un chef d'entreprise qui ne mettrait pas en œuvre le télétravail et qui engagerait sa responsabilité, j'y reviendrai, vis-à-vis de ses salariés en cas de difficulté, en cas de cluster dans son entreprise. Alors, c'est obligatoire. Maintenant, la question qu'on va se poser, alors je fais un petit rappel juste après. Dans les zones soumises à couvre-feu, je vais laisser, j'ai mis ce rappel parce que ça peut servir si la situation se représente, hein. Donc selon aussi du ministère du Travail, donc dans les zones soumises à couvre-feu, l'employeur devait fixer un minimum de jours de travail en télétravail. On n'est pas dans cette situation de couvre-feu, là, on est dans une situation de confinement, c'est différent, mais on pourrait très bien revenir à cette situation-là. Et de toute façon, on aurait encore cette obligation, ce principe de mise en œuvre du télétravail. Alors, je vous propose de parler du formalisme et des conditions de mise en place selon la situation de l'entreprise. La première question qui peut se poser dans les entreprises qui ont, par exemple, plus de 50 salariés et qui ont des obligations habituelles de consultation importante du comité du CSE, c'est dois-je consulter le CSE avant la mise en œuvre du télétravail? C'est le principe en droit du travail. Avant de prendre une décision qui intéresse l'organisation, la marge générale de l'entreprise et qui a des conséquences sur l'emploi, eh bien, je devrais en principe consulter le CSE. On est dans des situations exceptionnelles. Il est prévu, de par les textes, je ne vais pas rappeler, c'est pas intéressant, ou c'est pas important, une information au moment de la mise en place en urgence et une consultation dès que possible au titre donc de cette information-consultation sur l'organisation de l'entreprise et les conditions d'emploi dans les entreprises d'au moins 50 salariés. On avait déjà eu cela au moment du premier confinement, et on retrouve le même principe sur la mise en place du chômage partiel, de l'activité partielle, du chômage partiel, de l'activité partielle ou de l'activité réduite, avec la possibilité offerte aux entreprises, alors que c'était contraire aux règles habituelles, de passer tout de suite les salariés au chômage partiel ou en allocation partielle et de consulter le CSE après, puisque les décisions se sont imposées aux employeurs du jour au lendemain, notamment en mars 2020, et qu'il n'était pas possible d'organiser des consultations avec des délais
pour recueillir l'avis des comités sociaux et économiques. Donc, mise en place possible en temps de Covid du télétravail sans délai et sans avis préalable des représentants du personnel. Deuxième point important, lié à la situation d'urgence, j'ai pas besoin de l'accord du salarié. Je suis dans ces circonstances exceptionnelles épidémiques et donc je n'ai pas besoin de l'accord des salariés. Et donc, puisque je n'ai pas besoin de l'accord des salariés, évidemment, je n'ai pas besoin d'un avenant au contrat de travail. Ça reste, c'est une mesure d'organisation du travail pour préserver la santé qui est admise. Donc, le salarié qui ne serait pas satisfait ou qui préférerait venir travailler parce que il n'a pas envie de rester chez lui, pour X raison, eh bien, il ne peut pas, en tous les cas, l'employeur peut imposer ce régime de télétravail. Concernant ensuite le formalisme, une dernière phrase sur cette présentation. L'employeur donc doit fixer la répartition des jours de travail et télétravail et fixe bien évidemment la quantité de télétravail qu'il souhaite mettre en place. Quand je mets l'employeur fixe, bien évidemment, ça n'empêche pas le dialogue social, ça n'empêche pas j'imagine, de recueillir l'avis des collaborateurs, des chefs de service pour savoir ce qui est possible de faire et dans quelles conditions on peut mettre en place le télétravail. Je parle de mon cas personnel, je veux dire, on pourrait considérer qu'un cabinet d'avocats, on a la possibilité de passer en télétravail les jours où on n'a pas d'audience quand on fait du conseil, mais on ne peut pas nécessairement passer en télétravail de toute façon à 100% parce qu'il y a une manipulation de dossiers physiques, il y a des choses à faire, des courriers envoyés, des dossiers envoyés ou à déposer, et on ne peut pas organiser à 100%. On peut imaginer une répartition partielle, mais on peut pas, c'est difficile à mon sens d'être à 100% en télétravail, même si on peut considérer que nous avons une activité administrative. Donc, formalisme, allégé, pas de consultation de personnel immédiate, mais éventuellement a posteriori, et pas besoin de l'accord des salariés. Question qui se pose et qui est examinée sur le site du ministère du Travail concernant le télétravail. Que se passe-t-il si l'employeur refuse de mettre en place le télétravail ou de répondre favorablement à une demande en temps de Covid d'un salarié de passer en télétravail? Eh bien, l'employeur peut s'opposer à cela. C'est le même principe qui est décliné, si vous voulez, que cela reste une appréciation et une décision de l'employeur de fixer les conditions d'organisation du travail au sein de son entreprise. Donc, l'employeur peut effectivement refuser s'il estime que dans son entreprise, les conditions de reprise d'activité sont conformes aux consignes sanitaires, qu'on a éventuellement les bureaux aménagés suffisants, que on a toutes les mesures de protection nécessaires. C'est vrai que c'est plus difficile de justifier de cela si on travaille en open space que dans des bureaux séparés où on peut maîtriser les flux de circulation, etc. Mais cela reste une appréciation de l'employeur de décider ou non cela, et donc l'employeur peut s'opposer à une demande d'un salarié d'être en télétravail. Je précise toutefois que l'employeur doit pouvoir motiver un refus et que j'attire votre attention à tous que si l'activité se prête au télétravail, l'employeur engage sa responsabilité au moins à 3 titres, au titre donc de la protection de la santé et de la sécurité qui se décline avec plusieurs risques. Le but n'est pas d'affoler, hein, le but est de dire ce qui peut se passer, mais on retrouve ces règles-là de toute façon classiquement en matière d'hygiène, sécurité et de prévention des risques professionnels. C'est que j'engage en tant qu'employeur, si je ne prends pas les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de mes collaborateurs, j'engage ma responsabilité pénale. Un inspecteur du travail peut très bien dresser procès-verbal pour un manquement aux règles de prévention. Donc ça c'est un peu collectif. J'engage ma responsabilité aussi au niveau de prud'homal, puisqu'un salarié, là encore, exposé ou mis en danger pourrait très bien
engager des actions prud'homales que je ne vais pas détailler, mais ce risque-là existe. Et de la même façon, au niveau de la sécurité sociale, j'aurais pu mettre un EA social, l'employeur engage sa responsabilité avec la notion de faute inexcusable. Qu'est-ce que c'est que la faute inexcusable et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le Conseil de prud'homme? C'est le fait d'identifier un risque. Là, le risque, on ne peut pas dire qu'on n'a pas identifié le risque épidémique, et de ne pas prendre des mesures suffisantes qui permettent aux salariés de ne pas être malades et donc de ne pas les préserver de l'exposition à ce risque. C'est difficile. Cette notion, on verra comment elle sera appréciée par les juges ultérieurement. On n'a pas de recul, il faut être clair. Mais un employeur pourrait voir sa responsabilité engagée si un cluster se développe dans son entreprise et qu'il manifestement finalement a pris des mesures insuffisantes, puisque s'il avait pris, ça pourrait être le raisonnement du juge, s'il avait pris des mesures suffisantes, eh bien cela ne se serait pas produit. Donc, toute la difficulté pour les entreprises, elle est là. En tous les cas, c'est que c'est un virus qu'on peut attraper chez soi, mais on peut avoir des expositions qui seront demain prouvées comme étant résultant du travail, et comment seront-elles traitées, que ce soit donc au plan de la sécurité sociale ou au plan de la responsabilité générale de l'employeur. Eh bien, on ne sait pas trop. On peut avoir des idées, en toute hypothèse, mais c'est à prendre en compte. On ne pourra pas considérer par les employeurs que, puisque les gens peuvent l'attraper, excusez-moi, puisque les salariés peuvent l'attraper dans les transports, peuvent l'attraper chez eux ou en faisant leurs courses en grande surface, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus grand-chose d'autre, eh bien, on ne pourra pas se couvrir uniquement derrière cet argument pour se dédouaner de notre responsabilité. Donc, on peut, comme je l'indique, la ligne du dessus, évidemment, on peut refuser, mais c'est pas, on doit le faire de façon sérieuse et disposer de tous les bons arguments justifiant ce refus du télétravail. Alors, bien sûr, j'ai entendu parler tout à l'heure de la logistique, des entrepôts. On peut imaginer les ateliers de métallurgie. Je travaille pour certains, et effectivement, on continue à travailler, mais on doit mettre en œuvre effectivement toutes les mesures de sécurité nécessaires. Mais c'est ce que vous avez fait, ce que vous faites, évidemment, depuis maintenant plusieurs mois. Alors, concernant les conditions de travail, c'est là la particularité où les choses deviennent plus délicates. Premièrement, les horaires de travail. Alors, il faut savoir que les protocoles sanitaires qui ont été diffusés ne disent rien là-dessus. Ils disent simplement, en tous les cas, qu'on doit placer les salariés en télétravail. Pour le reste, il faut se référer finalement aux dispositions habituelles. Les horaires de travail restent fixés par l'employeur. Donc il faut effectivement, en mon sens, qu'ils soient établis, que ce ne soit pas un flou total, conforme à la durée du travail habituelle. Je reviendrai sur le cas des forfaits jours après. Et donc l'employeur doit fixer les horaires, et point plus difficile encore, doit assurer un contrôle de l'horaire. Alors quand je parle de contrôle, c'est pas le but, je ne le dis pas nécessairement dans le sens où l'employeur doit contrôler que son salarié travaille et imposer mettre en place des mesures pour s'assurer que le salarié soit bien présent devant son écran de 8h30 ou 9h à midi et de 14 à 17 ou 18, enfin que sais-je. Mais je garde en tant qu'employeur la responsabilité du contrôle de l'horaire, ou en tout cas de la durée du travail. Demain, sinon, je peux avoir des litiges avec des salariés qui diront j'ai travaillé en télétravail 10 heures par jour, je vous demande le paiement d'heures supplémentaires, et puis vous avez manqué à vos obligations, j'ai dépassé la durée hebdomadaire de travail, j'ai dépassé les règles de repos obligatoires. Toutes ces règles continuent à s'appliquer. Le temps de travail, ou le temps de repos, excusez-moi, entre 2 journées de travail de 11 heures minimum continue à s'appliquer. Les durées maximales de travail, que ce soit à la journée ou à la semaine, continuent à s'appliquer. Et le seul moyen pour l'employeur de pouvoir démontrer qu'il respecte ou qu'il fait respecter ces règles, eh bien, c'est de contrôler.
Donc ça, alors quels sont les dispositifs de contrôle? L'employeur il y a plusieurs solutions. Je ne sais pas quelles sont celles que vous avez mises en œuvre. Ça peut être, comme dans certaines entreprises déjà, pour le travail physique, le temps de connexion à l'ordinateur. Je connais des entreprises qui effectivement, le temps de connexion, l'allumage, c'est-à-dire que c'est quand le salarié allume son ordinateur que le compteur démarre, ou une autodéclaration avec un suivi. C'est-à-dire que je pense vraiment nécessaire d'assurer un suivi et un enregistrement. Ça peut être une feuille manuscrite que le salarié renverra ou déposera à la fin de la semaine, mais il faut assurer ça. Il faut assurer ça. De la même façon, il faut assurer, et donc je pense, je ne sais pas comment vous l'avez mis en œuvre, mais qu'il faut avoir des règles claires et les porter à la connaissance du salarié. Il faut porter à la connaissance du salarié ses horaires de travail, justement ses modalités de connexion, ou en tout cas de déclaration de l'horaire. Et puis, il faut rappeler, évidemment, le droit à la déconnexion. Et je rappelle, moi, pour ma part, effectivement, que je n'ai pas de sollicitation des salariés en dehors des heures de travail, et je rappelle le droit au temps de repos. C'est-à-dire que c'est pas parce que le salarié est chez lui que je peux l'appeler à n'importe quelle heure. Donc ça marche dans ce sens-là. Je peux pas l'appeler à n'importe quelle heure, donc il faut fixer ce cadre-là, sinon je pense qu'on va avoir quelques soucis après. Et je fixe, à contrario, je peux fixer effectivement les plages pendant lesquelles je vais pouvoir le contacter. Et ces problèmes-là deviennent encore plus importants avec, et je vais m'en expliquer, avec le mode de travail habituel, notamment des managers, qui envoient des mails à leurs collaborateurs tout le temps, à n'importe quelle heure, en plus des appels téléphoniques. Là, ça peut poser une vraie difficulté parce que habituellement, le salarié, on peut très bien, je suis ton chef de service, j'envoie un mail à mes collaborateurs à 20h, ça me regarde, je suis en forfait jour, mais puisqu'ils sont plus au bureau, ils n'ont plus accès normalement à l'ordinateur, on va considérer qu'ils n'ont pas regardé, je n'ai pas influé sur leur organisation personnelle, sur l'équilibre travail-repos, travail temps personnel. Les choses deviennent plus compliquées quand le salarié est chez lui tout le temps, et donc il utilise soit un PC fourni par l'employeur, soit son PC, et finalement il reçoit des heures et des sollicitations, il reçoit des messages, excusez-moi, et des sollicitations à n'importe quelle heure. Je crois que ça c'est un vrai point de réflexion que doit avoir l'entreprise qui a mis en place un peu à l'arrache, excusez-moi l'expression, le télétravail parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle a dû le faire du jour au lendemain, mais très rapidement, je pense qu'il faut mettre en œuvre. Ceux qui ont mis en place le télétravail, je suppose qu'ils l'ont fait, il faut le dire, toutes ces règles de respect du temps de travail, à la fois du côté, on va dire pour l'employeur, d'un temps minimal de production, mais du salarié, d'un temps minimal de protection et de la protection de ses temps de repos habituels. Donc ça, c'est un point important. Si vous avez une question, d'ailleurs, à ce moment-là, ou si vous avez une observation, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous n'en avez pas. Pas de réflexion, vous n'avez pas de soucis particuliers, ou de règles particulières, ou d'observations sur ce point? Très bien, alors je continue. Alors, donc, conditions de travail, je vous ai parlé des horaires, de l'horaire de travail lui-même. Alors, si sur les horaires, petite attention, sur les forfaits jours, le télétravail ne vient pas changer les règles du forfait jour. Le salarié est libre de l'organisation de son temps de travail. Dans le cadre du forfait jour, l'employeur devant assurer le respect des durées minimales, mais également aussi donc, du droit à la déconnexion, ce sont des choses importantes qu'on connaît avec les forfaits jours. Peut-être que c'est encore plus important en ces temps de télétravail généralisé, où là les salariés sont effectivement tout le temps chez eux, et donc il devient, à mon avis, encore plus important de veiller à ce qu'il y ait bien les temps de repos des salariés, et qu'au moins j'ai ces déclarations de temps de repos et de respect des amplitudes maximales, etc. Je pourrais répondre à vos questions si vous en avez sur ce point. Concernant les conditions de travail, et j'y reviendrai après avec les matériels, en tout cas l'indemnisation du télétravail,
Bon, l'obligation première est la fourniture par l'employeur des moyens. Alors, comment on fait en temps de Covid quand je ne m'étais pas préparé et j'ai 30 ou 40 salariés à mettre en télétravail? J'ai pas nécessairement 30 ou 40 ordinateurs portables à mettre à disposition et des imprimantes qui vont bien et tout ce qu'on connaît. Mais je rappelle qu'effectivement, l'obligation première est la fourniture par l'employeur des moyens, c'est classique, hein, que ce soit des outils. En fait, c'est un outil et je dois fournir cet outil. C'est pas au salarié, en principe, il n'a pas l'obligation d'avoir son ordinateur et de mettre son ordinateur à disposition pour organiser le travail. Alors, avant d'aborder la question de l'indemnisation et de ces questions-là, je vous propose d'aborder donc en complément un peu de ce que je vous disais sur l'horaire de travail, les règles d'hygiène et sécurité qui sont importantes et on n'a pas nécessairement facilement les réponses quand même en ces temps particuliers, puisque en matière d'hygiène sécurité, il faut quand même rappeler, je l'ai fait un peu tout à l'heure, que je dois protéger mes travailleurs de tous les risques, de tous les risques hygiène, sécurité. Et on doit veiller, c'est le principe, à la conformité du lieu de travail, à la conformité des installations électriques, et donc des lieux de travail, je le répète. Et donc, premier point délicat, l'employeur devrait s'assurer que les conditions de travail du salarié sont conformes finalement aux standards de l'entreprise, standards de ce qu'on doit trouver dans l'entreprise. Donc, doit se poser la question d'une intervention technique au domicile du salarié pour s'assurer de la conformité de son installation électrique notamment. Ça fait partie des obligations de son installation électrique pour qu'il n'y ait pas d'incident ou d'accident dans le cadre d'un télétravail. Donc, comment on résout ça? Alors, sachant que le domicile du salarié est privé et que si le salarié ne veut pas que son employeur, ce que je comprends, moi, représentant de l'employeur, vienne chez lui, on a cette première difficulté et donc on pourrait imaginer dans ces cas-là une attestation du salarié de conformité de ses installations électriques pour organiser le télétravail. Mais premier point délicat à gérer quand on a une situation de télétravail à mettre en place pour des dizaines de collaborateurs. Dans le plan de mes obligations en tant qu'employeur, là encore, je dois informer mon salarié justement concernant la politique sécurité de l'entreprise. Et donc là, je devrais, à mon sens, hein, même si je n'ai pas de charte, donner un minimum d'informations justement du salarié concernant les règles du fonctionnement du télétravail et les règles de sécurité qui y sont liées. Il est recommandé également, dans le cadre de nos obligations classiques, une formation santé, sécurité. Alors ça peut être aussi, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais on peut imaginer juste une formation des salariés au télétravail. C'est pas pareil que d'utiliser justement ces nouveaux outils, les Teams, les visioconférences, etc. Ça peut faire partie, ça doit faire partie des préconisations, en tout cas des réflexions de l'employeur, et rappeler justement aux salariés qu'ils doivent respecter leur temps de repos, ils doivent veiller dans un certain nombre de règles de fonctionnement. J'y reviendrai également sur la question que vous devez vous poser, que moi je ne me pose pas au quotidien, mais sur l'utilisation des moyens informatiques, les accès sécurité réseau, la protection des données. Ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir. Sur le plan toujours hygiène sécurité, je dois mettre aussi à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est une nouvelle situation de travail. Je dois mettre à jour ce document. Alors, il y a les aspects sécurité, comme je vous disais tout à l'heure, électrique, par exemple, de l'installation du salarié. Mais également, on peut avoir aussi l'appréciation. J'ai noté que parmi nous, il y avait des personnes qui s'occupaient de ces aspects organisationnels. On peut imaginer quand même qu'il y ait un aspect psychologique dans le télétravail.
l'isolement qui est lié à ce télétravail et que les relations avec le manager qui sont différentes aussi. Les managers, je pense qu'il faut les former aussi à ça. Et donc, une mise à jour s'impose, me semble-t-il, du document unique d'évaluation des risques professionnels. J'ai indiqué encore dans cette vue la mise à jour je l'ai mis en rubrique hygiène sécurité, j'aurais pu la mettre dans les rubriques indemnisation, en tout cas frais professionnels, mais mise à jour de l'assurance habitation couvrant le matériel à disposition. Effectivement, il faut se poser la question, hein, comment le salarié est couvert pour les dégâts qui causerait au matériel qui est mis à disposition éventuellement par un employeur chez lui. Première question. Deuxième question, que se passe-t-il si ce matériel est défectueux et déclenche un incendie? Et troisième question, est-ce que l'assurance habitation même du salarié fonctionne pour ces situations de télétravail? Est-ce qu'un assureur ne va pas rejeter sa garantie parce que normalement, quand vous êtes à votre domicile, vous n'êtes pas censé travailler. Donc c'est une autre évaluation des risques et il est à mon sens recommandé de vérifier auprès de son assureur que eh bien, la situation de télétravail, donc le fait que mon assureur, en tous les cas, me couvre dans ma situation de télétravail pour les incidents qui peuvent s'y poser, que je n'imagine pas tous d'ailleurs, mais cette question fait partie de la réflexion. Et c'est vrai que quand on a mis en place brutalement le télétravail, eh bien, on n'a pas nécessairement pensé à tout ça. La conformité électrique, les formations santé-sécurité, les risques psychosociaux et la mise à jour de l'assurance habitation. Donc là, je cite des grandes lignes. Hein. Je ne peux pas tout dire sur ce point-là, mais si vous avez une question, on peut y revenir après. Je vous propose de poursuivre. Alors, sur un point qui ne souffre pas de discussion juridique au départ sur la définition, mais qui en pratique en posera, ça concerne les accidents du travail. Évidemment, le salarié est couvert. Le salarié est couvert avec la déclaration dans les 48 heures habituelles et il bénéficie d'une présomption de caractère professionnel de l'accident survenu au temps et au lieu de travail. Alors j'ai mis pour les employeurs possibilité de poser des réserves lors de la déclaration. Effectivement, c'est un sujet. On imagine tous, mon salarié a un accident, est-ce que l'accident s'est causé, parce que quand il est assis devant son écran, il ne doit pas pouvoir se passer grand-chose, mais quand il se lève de sa chaise, il peut y avoir une chute, donc il peut tomber, par exemple. Et donc, on va se poser la question, est-ce que l'entorse ou la chute est liée au travail, ou c'est simplement le matin, en se levant, en prenant son petit déjeuner, qu'il est tombé? On peut avoir ce genre de difficulté, il faut être clair, il n'y a pas de réponse. Je n'ai pas d'avis précis sur comment les caisses, parce que les situations sont quand même assez exceptionnelles, comment les caisses réagiront, mais cette situation existe. Le salarié est couvert sur le risque accident du travail. Donc, on peut avoir une tentation d'un salarié de mauvaise foi, effectivement, qui a un accident de la vie personnelle et qui eh bien, nous déclarera un télétravail, se posera la question si jamais il se brûle avec son café, est-ce que c'était le café pendant la pause, ou le café devant son ordi, ou le café du matin. Voilà, je vous donne des exemples, ne sont pas nécessairement les plus pertinents, vous en trouverez d'autres. Mais bien évidemment, les salariés sont couverts concernant le risque accident du travail. Je ne traite pas, mais là, la situation me paraît évidente, la question des accidents de trajet à travail. On continue à avoir la couverture des accidents de trajet à travail en fonction de l'organisation, c'est-à-dire que, évidemment, il n'y a pas de trajet télétravail quand tu es à domicile, mais le lendemain, si je retourne travailler à la CCI ou ailleurs, eh bien, je suis sur mon trajet et je peux avoir un accident du trajet. Donc sur ce point-là, j'avance parce que je ne pense pas que... en tout cas, il n'y a pas d'ambiguïté. Si un salarié indique avoir été victime d'un accident du travail pendant son
pendant sa journée de télétravail, eh bien, l'employeur a l'obligation de déclarer. Bon, j'insiste, ça me paraît évident, mais évidemment, il est recommandé aux employeurs, de toute façon, en cas de demande de déclaration d'accident du travail, de déclarer. Vous avez toujours le droit, la possibilité de poser des réserves lors de la déclaration, mais surtout, je ne tiens pas, je vous en conjure, mais je vous conseille vivement de déclarer l'accident du travail, que ce soit d'ailleurs dans ces situations particulières ou de façon générale, parce que l'absence de déclaration pourrait, si jamais postérieurement l'accident du travail est reconnu par la caisse, vous rendre responsable, votre entreprise, directement sans passer par votre TOAT, de tous les frais liés à toutes les frais, toutes les indemnisations liées à l'accident du travail que vous n'avez pas déclaré dans les temps. C'est la sanction possible de l'absence ou de la tardivité de la déclaration. Donc on déclare, si on trouve que la situation relève de l'abus, ou en tout cas est contestable, eh bien on pose des réserves, sachant que c'est de toute façon, comme pour tous les accidents du travail, le salarié, comme je l'ai écrit, bénéficie d'une présomption. Donc comme il travaille chez lui, c'est devenu son lieu de travail de façon temporaire, et donc il bénéficiera de cette fameuse présomption du caractère professionnel de l'accident. Si vous n'avez pas de questions, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Hein. Si vous n'avez pas de questions, ni à droite, ni à l'oral, je continue. Concernant maintenant l'indemnisation des frais qui découlent du télétravail. Alors, première règle, si vous êtes dans une entreprise qui dispose d'un accord ou d'une charte qui prévoit l'indemnisation, l'indemnisation, elle est due dans les conditions fixées. On a fixé des règles. Vous n'aviez pas nécessairement prévu de mettre 50% de votre effectif ou 100% de votre effectif en télétravail. Vous avez prévu une indemnisation et calculé tout ça pour quelques cas, et vous réserviez la possibilité d'ailleurs de refuser le passage en télétravail. Eh bien là, c'est pas comme ça que ça va marcher. En tous les cas, ce que vous aviez prévu pour peu de salariés, vous allez devoir le mettre en place pour tous. Et donc, tous ceux qui ont des chartes, eh bien, ils appliquent leurs chartes. Alors, c'est à la fois, voilà, c'est confortable aussi, c'est au moins prévu. Dans le cas contraire, la position, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de charte, le ministère du Travail, c'est là-dessus que j'ai différé fortement. Alors, je ne sais pas comment vous avez traité la question. La position du ministère du Travail, c'est l'absence d'obligation de versement d'une indemnité. Alors ça, pour en avoir discuté avec beaucoup de mes collègues, on ne comprend pas. Alors, on ne comprend pas. On a dit c'est plus une politique que juridique. On ne comprend pas pourquoi. Alors, on peut comprendre parce qu'effectivement, ils peuvent légitimement, en tout cas, ils peuvent écrire cela, puisque le Code du travail ne prévoit pas d'indemnisation. C'était prévu avant 2018, et puis quand les ordonnances Macron ont reformé le télétravail, ont élargi, et que les textes ont ensuite été codifiés en mars 2018, l'indemnisation a disparu. Et la motivation pourquoi l'indemnisation a disparu, c'est que en fait, c'était pas utile de l'écrire, puisque le principe général, c'est que l'employeur prend en charge les frais professionnels. Et donc, on n'a pas besoin de le redire une deuxième fois, que les frais liés au télétravail devaient être pris en charge par l'employeur. En fait, le législateur, en tout cas, disait, on ne va pas l'écrire puisque c'est prévu déjà par ailleurs de façon générale. Et je pense que c'est sur cette base-là que dans le dernier protocole sanitaire, je crois que c'est dans celui-ci que j'ai lu, enfin, on retrouve ça sur le site du ministère du Travail, sur la rubrique télétravail, il n'y a pas d'indemnisation de prévu. C'est contraire à la jurisprudence depuis toujours, et c'est contraire aux principes généraux du droit du travail qui est la prise en charge des moyens, des outils, des vêtements obligatoires, des EPI, ce genre de choses. Et puis donc des frais. Hein. On a une jurisprudence très claire de la Cour de cassation qui nous dit que l'employeur prend en charge les frais professionnels et que le salarié ne doit pas supporter les frais professionnels. Alors habituellement on veut ça sur les problèmes de déplacement, etc. Mais la règle, c'est l'indemnisation. Donc, je vous rappelle pour commencer effectivement le premier point, la position du ministère, absence d'obligation de versement d'une indemnité. Maintenant,
je vais vous dire de mon point de vue ce qui est prévu ou ce qu'il conviendrait de faire. Alors, si la situation ne dure pas très longtemps, je comprends qu'on reste sur la position ministérielle qui est derrière rien de prévu, circuler, il n'y a rien à voir, le risque sera limité. Si on part sur des semaines de télétravail, la situation va devenir un peu plus délicate, à mon sens, à tenir, en tout cas cette position à tenir. Donc, contrairement à ce qu'écrit le ministère du Travail, pour moi, l'employeur doit prendre en charge les frais. Alors, comment cette prise en charge des frais s'organise-t-elle? Elle est déjà prévue, en fait, hein, bien évidemment, antérieurement au Covid, on a des textes, par un remboursement forfaitaire pour couvrir tous les frais. Et l'URSSAF prévoit à ce titre-là, si j'ai un remboursement forfaitaire, pas très élevé, et donc celui-ci n'est pas soumis à cotise, de 10 € par mois si j'ai un jour de télétravail, 30 € pour 3 jours, 20 € pour 2 jours. Voilà, donc ça c'est la base de remboursement forfaitaire admise par l'URSSAF. Ensuite, j'ai une autre possibilité, c'est le remboursement des frais réels. Alors, je vous ai écrit voir texte URSSAF et la vue suivante, je détaille un peu. Donc, vous voyez, vous constatez avec moi que le remboursement forfaitaire, il est bien fait. Si je prends en compte une indemnisation des frais réels découlant du télétravail, on admet une valeur, donc de prendre la valeur réelle des frais fixes. J'ai pris donc pourcentage de surface consacrée à l'activité télétravail, donc on peut prendre le loyer, la taxe d'habitation, les charges de copro, assurance multirisque habitation. L'URSSAF admet une indemnisation, en tout cas admet que des sommes qui soient versées dans ces conditions-là échappent aux cotisations. Idem pour les frais variables, chauffage, électricité, pour une facture liée à l'adaptation, des factures liées au pluriel à l'adaptation du local, ou les consommables, ramettes de papier, abonnement téléphonique, sur présentation des justificatifs. Donc si je récapitule sur les frais, soit j'ai une indemnisation forfaitaire, mais on s'aperçoit qu'elle est rapidement plafonnée pour échapper aux cotisations, c'est 10 €, 20 €, 30 €, 40 ou 50 selon le nombre de jours de télétravail par mois, pas par jour, et deux, soit je suis en frais réels, et donc j'ai une indemnisation qui peut être justifiée dans ce cadre-là avec l'URSSAF qui peut contrôler la réalité des dépenses effectuées. Donc ça, c'est la partie frais. Si vous avez des questions, je pourrais essayer d'y répondre. Deuxième point, toujours plus largement sur l'indemnisation du télétravailleur au-delà des frais. Alors, pas totalement. Se pose la question de versement d'une indemnité d'occupation du logement. C'est distinct des frais. Les frais, c'est vraiment j'ai exposé des frais pour l'employeur, j'ai dépensé du chauffage, j'ai dépensé de l'électricité, c'est du frais, l'employeur peut m'indemniser dans des conditions prévues par l'URSSAF. Se pose ensuite une question qui est l'indemnité d'occupation du logement, c'est quoi? C'est finalement le préjudice, ou on va dire le désagrément lié par le télétravailleur de l'occupation de son logement de façon durable, qui peut donner lieu à une indemnité d'occupation. Et que par exemple le fait de devoir avoir un bureau avec une installation permanente, ordinateur, imprimante, ce genre de choses, armoire pour stocker mon matériel de mon logement, ça me cause un préjudice, et donc il y a une indemnité d'occupation qui doit être due. Je considère là pour le coup, autant je considère que l'indemnisation des frais est due, autant cette indemnité, à mon sens, elle est discutable dans la situation de télétravail exceptionnel, parce que c'est prévu véritablement cette occupation de logement quand il n'y a pas quand je suis véritablement obligé de stocker mon matériel, quand j'ai pas de lieu de travail à moi. C'est-à-dire que j'ai pas de possibilité, j'ai pas de lieu de travail. Je suis pas dans le télétravail, c'est plus, ça vise, à mon sens, plus le commercial, qui est 100% à l'extérieur de l'entreprise, et qui effectivement à l'année consacre une pièce et gère tout son administratif de son domicile, et là une indemnité d'occupation peut être réclamée. Je pense que dans les cas de notre télétravail Covid, là, la question ne se pose pas. Par contre, toujours dans le régime de l'indemnisation,
point surprenant, je pensais véritablement le contraire personnellement avant le mois de mars, les titres restaurants, il est prévu que si les salariés qui travaillent dans l'entreprise perçoivent des titres restaurants, eh bien les télétravailleurs placés dans la même position doivent percevoir aussi. Ça veut dire quoi, placés dans la même position? Ça veut dire qu'ils ont les mêmes horaires de travail, en gros. Hein. Donc s'il y a un salarié qui bosse au siège ou dans les bureaux administratifs, il fait 9, 12 heures, 14, 18, et puis qu'il bénéficie d'un titre restaurant, eh bien le salarié en télétravail qui fait 9, 12 heures, 14, 18, il bénéficie d'un titre restaurant, quand bien même il a pu déjeuner chez lui. C'est prévu ainsi. J'invoque le transport aussi. La question peut être intéressante, vous savez, c'est la question de la prise en charge de 50% des frais d'abonnement transport public pour les salariés. On peut se poser la question, quand les salariés travaillent à temps partiel, comment ça marche? Moi, je pense que ça touche rien. Le salarié doit prendre son titre de transport. Donc, je pense qu'on reste sur les mêmes règles d'indemnisation. Oui, la question, est-ce que vous aurez le support? Je vous donnerai le support après avoir corrigé les 2-3 fautes d'orthographe que j'ai fait. Je pourrais vous passer, je vais redonner le support à la CCI qui pourra vous l'envoyer. Je pense que j'arrive vers la fin. Et alors, j'ai mis en questions diverses. C'est pour ouvrir la question. Ou en tout cas, appeler vos questions, mais le télétravail pose plein de problèmes ou plein de difficultés qu'il faut aussi anticiper par rapport justement aux conditions de mise en place, aux horaires dont je vous parlais tout à l'heure, etc. Mais vous avez les problèmes qui doivent se poser, que j'ai dû vous poser, moi je me pose moins en droit du travail, c'est l'utilisation informatique, les protections de réseau, des fichiers, et partage d'utilisation perso-pro. Parce que quid si les salariés, je m'explique, si les salariés ont un ordinateur mis à disposition par l'employeur, est-ce qu'ils ont le droit de l'utiliser à des fins personnelles? Est-ce que vous autorisez? Dans quelles conditions? Et la question se pose. De la même façon, les protections des réseaux, comment on assure ça? Et puis, voilà, j'ai indiqué partage d'utilisation personnelle pro du matériel, ça me semble des questions importantes. J'ai pas forcément les réponses, mais je pense que ça fait partie, au-delà des règles classiques de conditions de travail, mise en œuvre, rémunération, des règles liées au télétravail. Donc, voilà pour moi l'ensemble des points où balayer en 1 heure là, les règles relatives à la mise en œuvre du télétravail et les questions qui se posent. Si vous avez des questions, alors j'en vois, excusez-moi, je vais faire défiler. Question qui dit télétravail d'accès à Internet. Oui, question dans le chat. Ouais, je vois. Donc, question couverture Internet, qui dit télétravail dit accès via Internet pour ERP, données sur serveur messagerie, que répondre à un collaborateur qui fait état d'une très faible couverture Internet qui pénalise dans le déroulement de son activité en télétravail? Écoutez, c'est une vraie question, c'est-à-dire que y a 2 solutions. Hein, première solution, je ne sais pas pour botter en tous, mais on essaie de régler. Il y a 3 solutions. Première solution, on lui dit débrouillez-vous, hein, on fait avec, et puis tant pis, vous n'avez pas beaucoup de connexion, en fait au mieux. Voilà. Deuxième solution, est-ce qu'on peut régler le problème de connexion autrement? Mais je comprends. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de. Est-ce qu'effectivement, s'il est qu'en 3G ou 4G, dans ma campagne, je peux vous assurer que ça passe pas. Maintenant, je peux avoir une connexion Internet, et dans ce cas-là, je peux aussi essayer de voir avec le salarié s'il peut se faire équiper, et si je peux pas prendre en charge les contraintes de connexion Internet, je veux dire la DSL classique ou à défaut de la fibre. Troisième question, c'est en venir, c'est-à-dire on peut imaginer que ces situations-là, justement, c'est que je me trouve dans une situation où le télétravail n'est pas possible avec celui-ci. C'est-à-dire que je pourrais, à mon sens, dans une organisation, si j'ai cette difficulté-là que le salarié me l'indique, eh bien, il pourrait faire partie des salariés que je ne mets pas en télétravail. Parce que la question, c'est pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance. Si manifestement, pour des raisons
d'accès, le salarié ne peut pas effectuer ses tâches à distance, eh bien, en tout cas, il serait légitime qu'il puisse retravailler. Voilà. Travailler en fixe. Hein. Doit-on demander un justificatif oui, une attestation sur l'honneur, ça suffira. Hein. Là, la question, c'est de faire au mieux à la fois pour l'employeur et pour le salarié. Donc, on peut lui demander un justificatif. Hein. Bon, après, pour des vrais services, il est vrai, j'ai noté ça chez un de mes clients, que un salarié avait une très mauvaise connexion et qu'il n'accédait pas à des serveurs sur des logiciels qui demandaient beaucoup de traitement de données. Mais bon, après, la situation doit être assez rare. C'est-à-dire quand vous êtes en 3G, 4G à la campagne, je comprends que vous ne passiez pas. En ADSL, ça passe à peu près, mais ça peut arriver. Donc on peut effectivement lui demander une attestation sur l'honneur ou une explication, un courrier disant que ça passe pas et que ça justifierait qu'il puisse reprendre son poste en présentiel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, mais je vais intervenir oralement. C'est Morgane Vanier, CACA. Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez parlé, effectivement, nous, on a mis en place à partir du mois de mars un accord télétravail et tout le cheminement de documents et attestations. Enfin, on a essayé en tout cas de bien border RGPD pour laisser partir les salariés. Vous avez évoqué une assurance habitation, effectivement, couvrant le matériel à disposition. Ouais. Si, parce que ça arrive parmi mes salariés, si des personnes sont hébergées chez d'autres pour justement pouvoir exercer en télétravail, quid de l'assurance habitation? C'est une question assez basique, mais ça m'interpelle. Je suis pas spécialiste de l'assurance, hein, mais je pense que il faut vérifier son contrat ou appeler son agent pour s'assurer que les personnes hébergées bénéficient de la protection. Alors, qu'est-ce que vous visez? Vous visez la protection du matériel ou c'est vous qui mettez le matériel et donc on se pose la question de savoir si le matériel est cassé ou voilà, on a mis à disposition effectivement tout le matériel et ça m'a interpellé la notion d'assurance habitation forcément. Donc ma réaction première, c'est d'envoyer vraiment un courrier à tout le monde à tous les salariés pour avoir un justificatif d'assurance habitation. Si on ne le récupère pas, considérant qu'on aura envoyé ce premier courrier à tout le monde, ça veut dire qu'on aura fait vraiment le tour de la question à ce niveau-là du principe de précaution employeur. Ah, je suis pas convaincu. Vous savez, vous devez. C'est un peu comme pour les EPI. Hein, Ouais. ça ne suffit pas de dire aux gens vous devez les porter, vous devez assurer l'effectivité du fait qu'ils les portent. Donc je pense qu'il faudrait aller plus loin, essayer d'aller un peu plus loin, essayer d'obtenir effectivement cette attestation ou la garantie. Je pense que c'est préférable. D'accord, non mais je prends note, oui. D'accord. À creuser, hein, mais je pense que c'est préférable. Après, est-ce qu'ils sont couverts? Là, franchement, je sais pas. J'ai tendance à penser que oui, mais je m'en assurerais si j'étais salarié concerné. Si j'héberge quelqu'un qui vient effectivement qui est chez moi parce qu'il télétravaille, il faudra peut-être que je téléphone à mon assureur pour m'assurer que c'est couvert. Hein. Que mon assureur ne vienne pas ensuite opposer sa garantie, refuser sa garantie au motif que c'est un tiers qui était en télétravail. Alors, mais c'est pour ça que j'ai bien ça en tête. Mais comme vous le disiez, c'est le télétravail, c'est alors soit dans certaines entreprises, c'était déjà de fait. Chez nous, ça a été assez soudain, comme dans beaucoup d'entreprises. Donc, il a fallu mettre tout un circuit en place. Donc, ça en fait partie et on n'a pas fini effectivement d'améliorer le process. Je vais voir ça. Ouais. Merci. Pas de quoi, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions parmi les gens en ligne? Oui. Est-ce que M. Lafayette est encore là? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des aspects aussi sur l'organisationnel? Est-ce que, je crois que vous connaissez bien ces questions-là, donc peut-être que vous pouvez même nous apporter des précisions ou des infos, je ne sais pas. Pour l'instant, de mon côté, j'ai pas de questions particulières. Vous avez balayé l'ensemble.
Ok. On n'avait pas noté l'aspect assurance, habitation. Et sur les questions de prévention, est-ce que vous avez mis en place le télétravail chez vous? Alors c'est mis en place pour les quelques activités qui le peuvent, oui. Et est-ce que la prévention, l'aspect risques psychosociaux, ça a été traité ou abordé ou évoqué? Ça a été abordé, mais c'est pas encore, c'est pas Je pense encore que au top. ça va le devenir. Oui. Ça va le devenir. Je pense que ça va le devenir. C'est-à-dire que on a tous vu, moi, à titre perso, j'ai tendance à dire c'est pas grave, on passe en télétravail, ça n'a rien qui change, mais on s'aperçoit effectivement que les enquêtes remontent, tout le monde n'a pas bien vécu, ou ne vit pas forcément bien le télétravail. Ça dépend effectivement comment, quelle situation personnelle on se trouve. Et je pense que ça fera partie des obligations des employeurs. Hein. C'est pas facile de prendre en compte cet aspect-là de la question. Ouais, c'est Surtout sur du télétravail à 100%, parce que du télétravail à une journée ou 2 journées par semaine, je pense que l'équilibre psychologique n'est pas affecté. Le télétravail à 100%, c'est pas facile quand même. Ouais, c'est un point que j'ai noté pour Mm. notamment pour notre mise à jour du document unique. Est-ce que vous avez des questions sur l'indemnisation? Est-ce que vous pouvez nous dire comment, sans problème de confiance, moi ça pose un problème de confidentialité, mais nous sommes donner les montants, mais comment vous fonctionnez, si vous fonctionnez en télétravail avec l'indemnisation? Comment vous avez abordé la question? Est-ce que quelqu'un est intéressé pour répondre? Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est Morgane Vanier, CACOM. On a inclus dans notre accord d'entreprise, sur justificatif, bien entendu, une prise en charge par l'entreprise et de l'abonnement téléphonique et de la consommation électrique, D'accord. en fournissant tout le matériel, la chaise également, pour éviter, comme vous le disiez, alors là, pas les risques psychosociaux, mais vraiment le confort au travail et l'ergonomie. Oui, c'est important. On a vraiment mis en place tout ce qu'on pouvait pour que les salariés repartent avec une position de travail adéquate. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai pas nécessairement pensé en préparant le petit document, mais vous avez raison. Hein. Quand on parle de la prévention, et donc en fait, c'est ça la difficulté, et surtout quand on fait brutalement, c'est qu'il faudrait finalement que toutes les règles qui nous sont imposées dans le cadre du travail dans nos locaux, vous en avez justement parlé d'ergonomie, il faut qu'on s'en assure dans le cadre du télétravail et du travail à domicile. C'est pas juste, effectivement, et la situation peut être compliquée, le salarié qui bosse sur sa table de cuisine avec une chaise un peu bancale, et puis une ergonomie mauvaise, bon, alors, c'est vrai que mais c'est effectivement à prendre en compte. Hein. Par contre, là où je rejoins sur les risques psychosociaux, c'est autant la première période de confinement qui nous a tous surpris de toutes les manières. C'était au mois de mars, le temps était relativement ensoleillé, clément. Ouais. Là, je sens bien auprès de mes salariés que c'est beaucoup plus difficile parce on rentre dans l'hiver, parce que la nuit tombe vite et j'ai l'impression qu'il y a un phénomène de solitude. Je ne sais pas si les autres le ressentent, mais un phénomène de solitude qu'il faut vraiment accompagner, même à distance. Et notre principale difficulté au sein de mon entreprise, ça a été vraiment de s'adapter au management à distance, management et accompagnement. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et il y a le management à distance, et puis il y a la gestion. Je pense que vous avez cette question-là. Hein. Il y a des managers qui bossent beaucoup, qui essayent de tout contrôler, et effectivement, alors j'ai parlé un peu basiquement du respect des horaires de travail, mais euh, la question de la charge mentale liée à ça, le fait d'envoyer des messages tout le temps, j'imagine que vous l'avez pris en compte aussi, Oui, non? Ouais. tout à fait. Et puis, on a amélioré, c'est l'expérience qui produit ces résultats. On a amélioré aussi nos modes de communication en essayant d'être un peu plus en Teams visuel avec les salariés et pas qu'en contact téléphonique qui peut rester D'accord. assez froid en définitive. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres retours d'expérience? Normalement, c'est à vous de me poser les questions, pas à moi de vous interroger, mais est-ce que vous avez d'autres retours d'expérience ou d'autres questions? Oui, je me permets. Bonjour Olivier Amand, Bonjour Sogedial. Fernand.
questions, remarques qui reviennent sur les thèmes abordés déjà. C'est vrai que cette notion d'appréciation de l'employeur pour savoir si le poste est éligible au télétravail, on était bien sur beaucoup de points que vous avez abordés, qu'on avait identifiés, nous, en interne. Effectivement, il y a des problématiques techniques, des problématiques de sécurité des systèmes d'information dont on tenait compte également. Par contre, alors moi, je comprends, il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir. Moi, je comprends que notamment sur les attestations de conformité des installations électriques, l'assurance habitation, etc., on peut considérer, selon vous, que c'est un cas de refus légitime de la mise en place du télétravail si on n'a pas ces éléments qui sont fournis par le salarié? Moi, je pense que oui, parce que vous savez comme moi hein, que l'employeur, au final, reste responsable. Donc, Ouais. vous devez, effectivement, il est dit partout, hein, on doit s'assurer, en tout cas dans le mode d'organisation classique du travail, on doit s'assurer de la conformité des installations, comme vous vous assurez de la conformité des installations dans vos locaux, dans vos bureaux, dans vos entrepôts, etc. Alors, ça paraît un peu intrusif au niveau du salarié, chez lui comme il veut, entre guillemets, mais là, vous avez un transfert, finalement, vous devenez responsable de la situation de travail chez lui. Donc, si vous n'avez pas ces éléments, je vois pas comment on pourrait reprocher à un employeur d'avoir refusé un télétravail en disant moi j'ai pas la garantie, j'ai pas les moyens de m'assurer de votre sécurité et du respect des règles d'hygiène de sécurité à votre domicile. À mon avis, ça fait plus que se défendre. Hein. Ouais, ok, très clair. Et le deuxième point, alors moi un point qui m'embêtait un peu personnellement, c'est vrai que on nous parle de façon légitime des obligations de sécurité et d'une potentielle faute inexcusable de l'employeur si on n'a pas mis en place le télétravail alors que c'était possible. Mais il y a certains cas où vous l'évoquiez dans les échanges récents là, on peut être en conflit avec l'obligation de sécurité par rapport aux risques psychosociaux dans le cadre d'un télétravail à 100%. Nous, on a quelques salariés, on a 2 salariés sur un effectif d'une centaine de personnes éligibles au télétravail, qui nous ont dit lors du premier confinement qu'elles ne supportaient pas ce mode de travail. Dans ce cas de figure, du coup, moi, j'ai plutôt envie de respecter ce choix de venir sur site. Vous conseillez de formaliser ça par écrit avec eux? Oui, alors ça peut se valider par écrit. Après, peut-être que j'aime bien l'idée là, c'est rajouter encore des démarches aux démarches. Ça peut être pénible, mais on peut très bien imaginer quand même, parce que j'ai pas dit un mot du médecin du travail, mais on peut quand même imaginer un échange avec le médecin du travail sur ce point. Et peut-être, si on veut se couvrir, entre guillemets, avoir une confirmation ou fait une recommandation du médecin du travail, par exemple, pour ces personnes-là, de les placer en présentiel. Ça peut aussi être une façon d'aborder la question, mais je ne m'étais pas posé avant, très franchement, quand vous posiez la question, mais dans le plan des idées, pourquoi pas. Je pense que de toute façon, c'est des salariés qui seront ensuite en retour avec la médecine du travail. On va avoir voilà, donc un échange avec le médecin du travail là-dessus, comme de toute façon vous mettez à jour, vous avez, j'imagine, mis à jour votre document de prévention des risques pro, ça peut être celui-ci, puis l'une des mesures de prévention, tout en respectant les autres. Si vous êtes en mesure effectivement de respecter les règles sanitaires, d'avoir les espaces dans les bureaux, les masques, les gels, etc., les aérations suffisantes, un nombre minimum de salariés, on peut imaginer ça. Ouais, ok. C'est clair. Merci beaucoup. Pas de quoi, un plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez que nous en terminions? N'hésitez pas, et puis effectivement, on pourra diffuser le PowerPoint dès que reçu, comme vous le souhaitez, Maître Dalescourt, oui, à tous les participants. En défilant que j'avais laissé passer des ADS en trop ou DS en moins, mais bon, j'essaie de... Des choses qui arrivent. Ouais, surtout quand on bosse le 11 novembre.
Pas de souci. Quand on finit le 11. Voilà. Écoutez, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. La Cécile vous remercie d'être intervenue ce matin. Merci à tous les participants. Et puis, écoutez, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres webinaires. Nous calons avec un intervenant, vous en parliez justement, un webinaire sur comment garder la motivation de ces équipes à distance ou animer ces équipes à distance. Je crois que c'est un vrai enjeu, une fois qu'on a mis en place le télétravail, pour garder la motivation des collaborateurs. C'est très bien. On ne manquera pas de vous fournir la date pour tous les participants. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup.